Allez Antoine, on va se mettre à la vidéo là. Il reste plein de boîtes à ranger et je sais pas où les mettre là. On va se mettre en mode rangement. Game over. Salut à tous, salut Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi, ce petit rendez-vous où chaque semaine on vous parle des nouveautés jeux de société de la semaine. On a l'habitude de commencer avec les petites infos, les petites news. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Ce sont de magnifiques cernes, n'est-ce pas Alex? Oui. Puisqu'on a passé le week-end au festival Alchimie du jeu. C'était peu de sommeil et ça valait le coup parce que c'était vraiment ouf. Festival qui a battu son record de fréquentation. On a rencontré plein de monde, on a vu plein de jeux. Je ne me lance pas à énumérer des noms de personnes ni des jeux parce que sûr qu'on va en oublier les trois quarts. Alors, en tout cas, c'était vraiment fantastique. C'est vraiment un super festival. Et un petit mot en particulier pour les bénévoles qui se donnent mais à fond. Le travail est ultra pro, ultra bien fait. Et c'est donc du bénévolat, je le rappelle, et avec le sourire en plus. Et je pense que ça donne un charme supplémentaire à ce festival. Autre petite info. Vous allez le découvrir. En fin de vidéo, on a eu la visite de Logan de chez Gigamic qui nous a emmené sur les traces de Darwin et on vous a fait un petit focus dessus. Donc restez tout le long de la vidéo et surtout restez pour le focus parce que pour nous sur les traces de Darwin, ça va être un des jeux phares de 2023 et on est vraiment très content de pouvoir vous le montrer en avant-première. Donc on remercie à nouveau Logan, cœur sur toi, Gigamic et Sorry We're French, l'éditeur. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on va pouvoir commencer aux présentations de la semaine. Coucou YouTube, coucou Antoine. Alors, pour cette petite vidéo de présentation, eh bien, encore une fois, on a des nouveautés qui étaient sorties la semaine dernière et qu'on a reçu en retard parce que les jours fériés, etc., etc. Parmi celles-ci, il y a le nouveau microgame Interception de chez Matago pour seulement 4 joueurs. C'est très spécifique, mes chers amis. C'est 20 minutes de partie, voire moins si vous êtes très fort. C'est une sorte de Kems. Frère cousin du Kems. C'est par Philippe Gallery, Gabriel Santana et Ingrid Spengler, je dirais. Donc du coup, il y a deux camps qui vont s'affronter, donc deux équipes composées de 2 personnes, pour ça, 4 joueurs. On va avoir les agents et les journalistes. Ils sont désignés, tout le monde connaît son rôle. Comme un Kems, chaque équipe va se mettre d'accord secrètement sur un signe pour les 2 types de cartes qu'on va trouver dans le jeu. Enfin, en fait, c'est une seule carte, mais sur les cartes, vous avez 2 types de choses dans la mallette. Soit vous avez des documents, soit vous avez de l'argent. Donc du coup, les équipiers vont se mettre d'accord sur le signe à faire quand vous voulez jouer les documents et le signe à faire lorsque vous voulez jouer l'argent. Je sais pas, se toucher les cheveux, sachant que moi je fais ça non-stop, ça peut passer inaperçu. Voilà, hein. Ou se moucher, vu que Alex se mouche non-stop, ça peut passer inaperçu. Voilà, comme le Kems. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord, on va jouer nos cartes, chacun notre tour. C'est d'abord les agents qui vont jouer, puis les journalistes. Mais c'est ça. Quand vous jouez, vous choisissez votre carte et vous la mettez face cachée devant vous. Vous mettez le côté de la mallette que vous voulez jouer le plus loin de vous. En gros, vers votre coéquipier, vous le mettez. Par exemple, justement, moi, à ce tour, je veux jouer l'argent. Je le mets donc vers l'extérieur, vers loin de moi. Donc, vous essayez de faire le signe discrètement et votre coéquipier va essayer de jouer la même chose que vous. Et ensuite, ça va être au tour des journalistes qui, eux, vont essayer de jouer la même chose que les agents. C'est comme ça qu'ils vont gagner, c'est en jouant la même chose. Une fois que tout le monde a joué, on révèle et on fait la résolution. Donc les agents, s'ils ont joué la même chose mais que les journalistes n'ont pas joué la même chose, donc ils n'ont pas craqué leur code, ils gagnent. Si tout le monde a joué la même chose, ça veut dire que les journalistes, du coup, ont deviné s'ils ont joué les documents ou l'argent, c'est les journalistes qui gagnent. Et après, en gros, s'il y a des gens qui se sont trompés au milieu, on défausse des cartes ou pas, etc., etc., il y a un moment où vous pouvez dire interception. C'est quand vous pensez que vous avez craqué le code de l'autre. Genre, Alice, tu te grattes trop les cheveux, je trouve. Bon, bah, effectivement, c'était un code secret pour dire argent.
Maintenant, vous le saurez à chaque fois que je touche ma frange. Ça veut dire que j'ai de l'argent à donner. Voilà, ça c'était Interception. Maintenant, on passe à un autre jeu, hop, qui est à côté. Désolé, je pousse un peu Interception. Mind Up. Mind Up de chez Catch Up Games par Maxime Rambourg et illustré par Christine Alcouf. C'est à partir de, alors je ne sais plus, beaucoup de joueurs. 3 joueurs à 6 joueurs à partir de 8 ans pour 20 minutes de partie. Qu'est-ce que donc que Mind Up? Ça avait déjà un peu buzzé à Cannes, il a été en avant-première à l'Alchimie, là-bas aussi, il a bien plu. On va dire que c'est un peu the jeu de cartes de l'été avec trio quand même. Le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Les points en fait vont se faire au fur et à mesure des manches en remplissant des colonnes qui vont vous rapporter des points. Chacun va avoir du coup les mêmes chiffres dans sa main en début de partie qui sont de 1, 2, 3, 4, 5. On a une personne qui va les mélanger et qui va les agencer devant lui au hasard. Donc voilà, pour cette manche, tout le monde mettra sa carte 5 ici, sa carte 3, sa carte 1, sa carte 2 et sa carte 4. À chaque manche, on va rechanger tout ça. C'est le scoring que vous allez faire dans cette colonne-là. Vous aurez 5 points par carte que vous aurez mis là-dedans. Ici, 3 points, ici 1 point, etc. Comment ça se passe? On a 4 cartes tirées au hasard au milieu qu'on aura classées de manière croissante. C'est pas facile à dire. Hein, voilà, ça fait beaucoup de cris. Vous avez 7 cartes en main que vous n'êtes pas obligé de classer par ordre croissant, même si c'est plus facile visuellement parlant. Et tout le monde va jouer devant lui une carte face cachée. Donc tout le monde joue. Hop. Et une fois que tout le monde a joué, on révèle. Et on va récupérer la carte correspondante. Correspondante à quoi, me dites-vous? Eh bien, on va aussi récupérer des cartes façon croissante. Vous voyez, moi j'ai joué le 36. C'est le chiffre le plus bas parmi tous ceux qui ont été joués, on est d'accord? Bien sûr. Parce que 38 c'est plus grand, etc. Donc je me mets face à la carte la plus petite qui était en jeu avant. Le deuxième plus grand c'est 38, donc il va ici. L'autre c'est 43 et le dernier joueur c'est sa plus grande carte, c'est lui, donc il a 58. Et donc maintenant, bah moi j'avais joué le 36, et bah je récupère le 6 parce que j'étais la plus petite carte. C'est bizarre à expliquer, pourtant c'est très simple. En gros, vous jouez une carte pour sa valeur et en fonction de ce que les autres ont joué, ça vous classe face à la carte que vous devrez récupérer. Moi j'ai joué 36 parce que je pensais que des gens allaient jouer plus petite que 36, parce que 36 c'est quand même un chiffre assez grand, ça va de 1 à 50 ou 60, quelque chose comme ça, et moi je visais le 29, donc je me suis dit vas-y, je joue un 36, c'est un peu au milieu, je vais me retrouver au milieu, mais les autres ils ont joué des chiffres plus grands, donc du coup bah, je me retrouve à récupérer la 6, que je voulais peut-être pas. Je suis obligée de la prendre et je suis obligée de la mettre dans ma colonne la plus à gauche. Les cartes qu'on avait jouées deviennent les nouvelles cartes à récupérer. Et on va continuer avec les mêmes cartes qu'on avait dans notre main, ça s'amenuise, on n'en repioche pas. Donc là j'ai très envie de récupérer, je sais pas, le 43. Comme c'est un des derniers chiffres, je vais jouer 56, etc. On va révéler, on récupère les cartes. Maintenant, comment on remplit ces colonnes? Parce que vous allez me dire, bah, je vais mettre que des cartes. Dans celle-là de colonne, elle me rapporte plein de points, elle me rapporte 5 points par carte. Mais non, vous êtes obligé de les classer par couleur. Donc là, si je gagnais à cette manche-là un bleu, je suis obligée de la mettre dans la colonne suivante. Si je regagne un bleu à un prochain tour, je la mettrai dans ma colonne de bleu. Donc là, à la fin de la partie, par exemple, j'aurai 5 points et 3 plus 3, puisqu'il est dans la colonne de 3, plus 1. Ils sont bien aussi à récupérer ceux-là. Mais vous en avez qui font des moins 1. Ceux-là, vous n'avez pas envie de les récupérer. Surtout si c'est pour la mettre dans une colonne qui vous rapporte que 1 point par carte, et celle-là vous fait moins 1. Donc en gros, ça va être de la prédiction de ce que les autres vont jouer, en se disant, ok, moi je veux prendre la plus grande carte, donc je vais jouer un truc hyper fort, mais en fait finalement les autres ils ont joué plus fort que vous, donc c'est pas vous qui récupérez cette carte, vous récupérez une autre qui vous arrange pas, ou qui finalement vous arrange. C'est de l'ordre croissant en fait, vous jouez en ordre croissant. Et vous faites ça, je crois, 4 manches, je sais plus, quelque chose comme ça, et vous additionnez vos points de chaque manche, et à la fin de ces 4 manches, on va dire, vous voyez qui a gagné le plus de points en tout. Voilà, c'était Mind Up. Je laisse la main à Alex. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Epic Spell Wars Baston de sorcier au mont du crâne chauve. Toujours plus. Ah oui, toujours plus. C'est un jeu d'ambiance donc de Don't Panic Games pour 2 à 6 joueurs. C'est à partir de... Alors, ils ont mis quel âge? 14 ans sûrement pour... Alors 14 ans c'est pas pour la difficulté, on est d'accord. C'est plus pour le langage qu'il y aura derrière, le style un petit peu graphique aussi qui peut être un peu dérangeant, mais qui est franchement très très fun. Et ils mettent
40 minutes la partie, je pense que ça va dépendre du nombre de joueurs et de la réflexion que vous y mettez, mais je pense qu'on est autour d'une demi-heure. On va pas normalement dépasser l'heure, peut-être à 6 peut-être. J'ai pas vu les noms des auteurs dessus, et notamment, ah si, un jeu de Cory Jones. Mais moi je cherchais également les illustrations. J'ai pas trouvé les illustrations, parce que je trouve les illustrations qui claquent, franchement. Alors je vous montre ici, donc Antoine plutôt vous montre de boîte. C'est un jeu extrêmement simple dans lequel en fait on va lancer, comme son nom l'indique, Epic Spell Wars. En fait on va se lancer des sorts. Et plus le sort est long, plus il risque de faire des dégâts, mais pas forcément que pour les adversaires, vous verrez. Il y a un petit côté chaotique assez chouette. Dans ce jeu, du coup, on va chacun jouer un sorcier, donc vous choisissez un personnage, il va commencer avec un set de points de vie, et vous aurez un petit marqueur de points de vie avec votre personnage, et vous allez avoir des cartes en main, vous en avez 6 je crois au début de la partie, et chaque tour, vous allez en fait suivre 4 phases, vous allez tout d'abord piocher une carte dans le paquet, vous allez ensuite construire votre sort, vous allez ensuite révéler votre sort, infliger des dégâts, vous soigner, choper les trésors et autres effets, je vous expliquerai après. Et ensuite, en fait, on va regarder la fin de tour. Et à la fin de tour, en fait, si vous êtes le seul encore en vie, vous gagnez un petit jeton de Survivor, un truc comme ça. Si vous en avez 2, vous gagnez instantanément la partie. Donc le but, c'est de gagner 2 jetons Survivor. Donc comme je disais, il y a la première phase où on pioche. Et ensuite, il y a la phase où on construit son sort. Donc en fait, le sort, il a toujours 3 parties obligatoires. C'est un début, un milieu et une fin. Mais le milieu, il peut être constitué de plein d'autres cartes, mais milieu seulement. Vous n'avez pas le droit de mettre double fin, double début. C'est vraiment toujours constitué au moins 3 cartes, début, milieu, fin. Et au milieu, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ce qui vous donne en plus des noms de sorts qui parfois peuvent être très longs, et que lorsque vous le révélez, vous devez le prononcer correctement. Vous prononcez tout le sort, j'en sais rien, moi, Stupefixum, des Tetalocum, des Mishmalor et Flakimoniax. Bon, là, il y a des meilleurs mots, parce qu'ils ont fait des jeux de mots en plus. Donc, moi, je vous ai dit n'importe quoi, mais en admettant que je prononce, et ensuite, je lance mon sort. Et donc, quand vous lancez le sort, en fait, vous aurez plein d'effets plus ou moins efficaces, notamment sur le fait qu'il y a des sorts de différentes catégories, et il y a des sorts qui combattent entre eux. Genre vous jouez un sort démoniaque, si le sort juste après est aussi démoniaque, plutôt que de faire 3 dégâts, il va en faire 5 par exemple. Parfois, ça peut mal comboter, du coup vous aurez des jets de dés à faire, ça c'est encore plus fun, et ça peut par exemple vous prendre des dégâts mais pour vous, ou alors vous faites des dégâts à un adversaire, mais s'il y a un autre sort qui est de la même catégorie, c'est le même dégât mais à tous les adversaires par exemple. Des fois il y a des sorts de soins, ou des sorts qui permettent de récupérer d'autres cartes un peu plus spéciales, ça peut être des sorts, des trésors, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les cartes, mais il y en a un peu un paquet. Une fois que vous avez fait les dégâts, vous regardez s'il y a des joueurs qui sont éliminés. Bon, de toute façon, ils seront, en gros, ils seront morts, mais ils auront l'avantage de piocher une carte qui s'appelle sorcier mort, un truc comme ça. Non, mortellement blessé, ça s'appelle. C'est des cartes mortellement blessées. Vous les piochez, ça vous donne en fait un bonus pour la prochaine manche, parce que vous êtes mort en premier, et du coup, vous avez quand même un petit bonus. Une fois que vous avez fait vos dégâts, vous regardez si vous êtes le dernier en jeu, vous gagnez un jeton Survivor. Vous en avez 2, vous gagnez la partie. C'est extrêmement simple, c'est vachement, comment dire, c'est très inspiré. J'ai l'impression que c'est les mêmes illustrateurs du jeu, il faut que vous m'aidiez à le retrouver. Celui avec les trucs démoniaques. Je sais pas si Let's Summon Demons. Let's Summon Demons, voilà, merci Alice. Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est le même illustrateur, mais il y a ce ton-là un petit peu démoniaque, un peu loufoque. C'est vraiment un mélange de ça, je trouve, avec Munchkin. Il y a vraiment ce côté complètement décalé. Voilà, où vous allez créer des sorts et essayer d'en foutre plein la tronche à vos adversaires. Je sais pas quel est le mieux, faire le plus de dégâts ou faire le nom de sort le plus débile, parce que vous avez vraiment des trucs dessus, je les ai pas dit. Non, vaut mieux pas, parce qu'on va se faire censurer, il y en a des vraiment... Je vais rien dire du coup. Mais voilà, ça c'était Epic Spell Wars. Je vais enchaîner avec un autre jeu qui est un peu particulier, qu'Alice va me passer. Hop, merci. Hop là. À l'endroit c'est mieux, Pacte avec le diable. Deal with the Devil en anglais, un jeu de chez Yellow, plutôt estampillé expert effectivement, qui est un jeu comme vous pouvez le voir à 4 uniquement, donc vous ne pouvez pas y jouer à moins, vous ne pouvez pas y jouer à plus, c'est que à 4. C'est assez particulier, ça dure, là ils mettent bien 2 heures effectivement, parce qu'on est sur un jeu avec déjà full de matériel, on a pas mal de cartes, on a un plateau central qui a l'air de s'agencer avec plein de petits jetons autour, des petites pièces, des jetons de ressources, des âmes évidemment, parce qu'il y a le diable à l'intérieur, il faut toujours des âmes quand il y a un diable, et des espèces de paravents. Pour vous faire un peu le topo, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être un jeu un peu de négoce, de gestion de ressources, avec ce petit côté de jeu un petit peu à rôle caché, puisqu'en fait, il y aura 4 rôles distribués entre... il y a du coup le diable, il va y avoir pas un inquisiteur, mais... Inquisition, cultiste et mortel. Et mortel, voilà. Donc 4 rôles très différents, qui vont avoir chacun leur manière de gagner. Je ne rentre pas dans le détail pour les manières de gagner, mais chacun a un peu son but. Pour le remplir, ce but-là, en fait, il va essayer de
négocier et de commercer avec les autres joueurs. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'une application qui va vraiment checker un petit peu, qui va scanner en fait les ressources que vous mettez dans votre petit coffre afin de garder une trace de ce qui s'est passé durant la partie. Vous allez avoir notamment le but, c'est de construire des bâtiments. Et la construction de bâtiments va être plus ou moins rapide en fonction de... Comment on peut dire ça, Alice, parce que tu me l'avais très bien dit tout à l'heure. Plus vous êtes pressé et plus vous faites des choses répréhensibles, souvent des pactes avec des gens pas très clean, mais vous avez plein de thunes et vous faites des cités trop cool, ou alors vous êtes prudent. C'est ça, en fait en gros soit on se presse et pour aller plus vite, en général on pactise un peu avec le diable, enfin on prend pas forcément les bonnes décisions, mais soit du coup on se dit non, moi j'y vais en mode loyal, en mode serein, en mode tranquille, sauf que du coup vous prenez trop de retard par rapport aux autres joueurs. Donc il faut essayer comme ça de gérer un petit peu votre construction et vos ressources. Vous avez notamment, alors j'ai vu ça parce que je donne des idées que j'ai piochées à droite à gauche sur différentes chaînes, avec le courroux entre guillemets des inquisiteurs qui, eux, en fait, en fonction de vos choix, peuvent vous réprimander sur certaines décisions que vous avez faites. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut parce qu'on n'y a pas joué. C'est très alléchant quand vous regardez différentes vidéos dessus d'explications en détail parce que il y a un côté un peu mystérieux sur comment se gère chacun de vos personnages, avec notamment cette manière de gagner différente, sur le système de l'application qui va quand même checker les négociations, parce que les négociations en fait se font avec un petit coffre. Alors je suis désolé, je te retourne. Ce petit coffre-là en fait, ça c'est un truc qui se déclipse, c'est un truc qui se tourne, c'est creusé à l'intérieur, vous mettez les ressources, et en haut à droite, vous avez ce que vous demandez à la personne. Donc en fait, quand je mets des ressources, je lui dis tiens, je te donne ça, je te donne ce qu'il y a dedans, pour avoir ceci, s'il l'a, et le joueur peut accepter ou non. Il y a ce petit côté shérif de Nottingham, quand vous mettez des trucs en secret dans votre petite planque et vous dites tiens, je t'assure, c'est ce qu'il y a dedans, fais-moi confiance, et le shérif il peut dire oui ou non. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Pacte avec le diable. Moi ça me tente, j'aimerais vraiment beaucoup y jouer pour juste essayer de creuser un petit peu cette mécanique qui m'a l'air assez originale, avec ce petit côté rôle caché, mais aussi négociation, un peu ce côté d'Eurogame en fait qu'on retrouve avec tout ce matos. Voilà pour Pact with the Devil, et je vous retrouve juste après. Et oui, on a reçu. Elle est belle, hein, cette intro. Ah ouais, tu m'en dirais. Incroyable. Tiny Acrobat est enfin arrivé à la boutique. Tiny Acrobat de chez Matago. Ça vous parle déjà peut-être Tiny Acrobat, parce qu'à l'époque, enfin pas à l'époque, mais il y avait une version qui s'appelait Meeple Circus, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant en fait a été retravaillée pour vous donner Tiny Acrobat. Donc on a gardé en fait que le meilleur de Meeple Circus pour trouver Tiny Acrobat. Donc de chez Matago pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, et pour des parties d'environ 20 minutes. Normalement, ça ne devrait pas dépasser la demi-heure. Dans Tiny Acrobat, vous gérez, comme le générique que je vous ai fait tout à l'heure le laisse penser, un cirque. En fait, on va créer tout simplement des, comment on va appeler ça, des animations, des spectacles. Danses, des spectacles, merci, je n'avais plus le nom, des spectacles de cirque. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir dans cette boîte un nombre de matériel mais fabuleux. Enfin, vous allez avoir plein de petits meeples qui représentent des acrobates. Vous allez avoir du matériel comme des petits ballons, des petites planches. Vous avez plein d'animaux différents, et notamment il y aura des personnages dedans qui sont uniques, que vous allez des fois pouvoir récupérer. Dans Tiny Acrobat, le but c'est de faire le plus de points de victoire, d'applaudissements. Et ces applaudissements-là, ils sont gérés par les objectifs que vous allez devoir réaliser et par la hauteur. Parce qu'en fait, ce qui est génial dans Tiny Acrobat, c'est que vous avez à la fois un jeu d'adresse, mais aussi un jeu de, comment on appelle ça, de prise de risque un petit peu, et de réalisation d'objectifs. Donc à chaque tour, ce qui se passe, donc il y aura en tout 3 manches, si je ne dis pas de bêtises, et à chaque manche, en fait, simultanément, les joueurs vont devoir, avec les éléments qu'on leur aura donnés à chaque manche, essayer de réaliser une pyramide, comme on peut le voir d'ailleurs sur la boîte, une pyramide d'acrobates, d'animaux, de différents objets, le plus haut possible, parce que plus plus votre spectacle sera haut, plus du coup vous pourrez marquer de points de victoire, mais en plus de ça, plus vous remplissez les objectifs qui sont communs à tous les joueurs et au centre de la table, plus vous allez également marquer de points. Ici, vous avez une carte avec un petit éclair. Ça, en fait, c'est que lorsque vous lancez votre spectacle, simultanément, tous les joueurs essayent de réaliser leur petite pyramide et essayent de réaliser des objectifs. Donc vous le faites. Dès que vous sentez que vous n'allez pas réaliser plus d'objectifs que ça, vous pouvez prendre directement ça. Ça, c'est le premier joueur qui récupère ça. Il va lancer un petit peu le fin de décompte. En fait, les autres joueurs n'auront plus beaucoup de temps pour finir leur acrobatie. Et à la fin du temps,
on va justement regarder qui réalise quoi comme objectif et surtout on va regarder les hauteurs pour savoir qui marque combien d'applaudissements. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous avez une application qui permet de vous générer, comme je vous l'ai fait au début, là, juste avant, une petite musique de cirque, et ça peut être des tons très différents. Il y a le cirque classique, il y a le cirque un peu métal, le cirque un peu rock. Il y a plein de petites musiques qui, en fait, à la fois vous donnent un son d'ambiance et à la fois vous servent de chrono pendant votre spectacle. Donc une fois qu'on a fait les objectifs et qu'on a regardé notre hauteur, on calcule nos applaudissements, nos applaudissements, et ensuite on peut se voir durant la partie attribuer différents personnages et animaux spéciaux qui sont en fait uniques. Vous avez des singes, des éléphants, un dromadaire, il y a un personnage qui s'appelle Tarzan, et en fait ces personnages-là et ces animaux-là ont au dos pas des contraintes, mais des objectifs en plus. Vous arrivez à placer, par exemple, Tarzan, lui, sa contrainte, c'est que s'il est tout en haut de la pyramide, vous allez marquer 5 ou 7 points, parce qu'il a fini tout en haut, Tarzan. Il y a des singes, par exemple, ils doivent être l'un en face de l'autre et supporter un autre objet. Et en fait, à chaque fois, les animaux spéciaux sont des animaux uniques, ont des contraintes, mais plutôt une sorte de nouvel objectif à réaliser pour marquer plus de points. Voilà ce que je peux vous dire sur Tiny Acrobat. Je trouve ça génial en fait, le fait déjà qu'ils aient apporté une application avec de la musique, je trouve ça super cool. Le fait de pouvoir mélanger réalisation d'objectifs, prise de risque et adresse, franchement c'est top, je trouve que c'est des recettes qui fonctionnent totalement. Et le fait qu'ils aient aussi réduit la boîte, parce que c'est vrai que dans Meeple Circus il y avait pas mal de matos, la boîte était franchement très abordable pour tout ce qu'il y avait, mais là ils ont vraiment réussi à condenser la boîte et à garder tout le fun qu'on avait dans Meeple Circus, donc je suis très content de retrouver Tiny Acrobat à la boutique. On va enchaîner avec le JDR. Et bienvenue dans l'actu JDR, on a des petites nouveautés, notamment le trésor draconique de Fizban, supplément pour Donjons et Dragons. Oui, fans de Donjons et Dragons, vous l'attendiez, franchement, ça fait un moment que vous l'attendiez, parce que vous nous avez harcelé. C'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive. Ah, c'est maintenant que ça arrive. C'est simplement un supplément de règles et d'univers, alors surtout d'univers dans le sens... ça va être vraiment de la règle parce que ça va être des nouvelles classes possibles, nouvelles races, les Dracaïdes. Il y a quand même du bestiaire, il y a quand même un peu de donjon qui est proposé, mais n'y allez pas pour trouver du scénario en tout cas. Et donc voilà, il y a pas mal de bestiaire, du bestiaire draconique, vous en doutez, celui-ci est magnifique, le draconeuil. Franchement, il a une gueule juste incroyable. Hop là, un petit peu de donjon, je vous l'avais dit, hop là, l'antre du dragon rouge, etc. Et donc on va trouver deux nouvelles possibilités de classes. C'est pas vraiment des nouvelles classes, c'est des sortes de sous-classes. Le Draconomicon. Et puis, est-ce que je vais arriver à les trouver, les fameux draconides, qui sont ni plus ni moins que des personnes avec des têtes de dragon. Voilà, j'en ai trouvé plein tout à l'heure. Et puis là, quand je passe le bouquin, évidemment, je n'en trouve pas. Hop, voilà. Hop. Donc ça, je sais que c'était très attendu. Nous avons également reçu... Alors là, c'est moi qui l'attendais avant tout. City of Mist. City of Mist, on a reçu en boutique le kit de découverte. On a l'écran du maître du jeu qui vient avec tout un tas de suppléments, notamment de scénario, hop là. Et surtout cette grosse boîte. Alors cette grosse boîte, elle n'est pas donnée. Très honnêtement, elle n'est pas donnée. Il me semble qu'elle est une centaine d'euros, c'est ça. Mais à l'intérieur, eh bien, déjà vous avez vraiment grosse boîte protectrice cartonnée et vous allez trouver le guide du joueur et la boîte à outils. Donc en fait tout ce qu'il faut pour jouer, tout simplement, même si on aime bien rajouter un écran. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez votre gamme quasi complète, il y aura quand même des suppléments, mais de pur scénario essentiellement. City of Mist, c'est quoi ? Déjà c'est un jeu motorisé par Apocalypse. Alors c'est un système de résolution de jeu de rôle qui est hyper simple, on jette 2 dés à 6 faces, on va rajouter des petits modificateurs selon vos caractéristiques d'intelligence, de force, enfin le classique quoi. Donc c'est un système que j'aime beaucoup parce qu'il est très narratif. C'est vraiment un système que je trouve fantastique. On peut l'expliquer vraiment en 10 minutes à n'importe qui. Et ça permet énormément de personnalisation autour du personnage, puisqu'à côté de ça, vous allez avoir des compétences que vous allez cocher. Vous avez le droit d'utiliser un certain nombre de fois par aventure, et c'est à peu près aussi simple que ça. Ils ont modifié un peu le système. Dans City of Mist, ils l'ont un petit peu adapté. Et surtout, ça parle de quoi ? Eh bien, nous sommes dans cette fameuse cité, qui est une grosse métropole à l'américaine. Dans cette cité vivent des personnes comme vous et moi, mais qui incarnent alors soit des principes, vous voyez, genre ça peut être le temps, l'eau, le feu, bref, des choses aussi basiques que ça, ou des créatures mythologiques. Ça va être surtout inspiré de créatures mythologiques. Ça peut être du folklore, comme des loups-garous ou un épouvantail maléfique, ou ça peut être Zeus, voilà, des personnages issus de diverses mythologies,
c'est très fouillis, c'est volontairement fouillis parce que ça va vous permettre, vous, à la création de votre personnage, de choisir vraiment ce qui vous fait plaisir et de vous l'accaparer, de vraiment créer un personnage totalement personnalisé. Et c'est un jeu très orienté enquête, action, bref, tout ce qu'on peut trouver dans des milieux urbains. Donc City of Mist, moi je l'attendais beaucoup, j'ai déjà acheté mon petit kit de découverte, je suis à 2 doigts d'acheter la grosse boîte, évidemment, vous en doutez. Dans les jeux de rôle qui me font plaisir également, on a reçu ceci. Alors vous dites, bah, Night, le livre de base, on l'a déjà vu, ça fait un moment qu'il est à la boutique. Oui et non, parce qu'en fait il a été réédité récemment. C'est une version augmentée, il y a plus de pages, il y a quelques corrections par rapport au livre de base. Ils sont allés dans le détail, hein, parce que franchement, Night, surtout que c'était déjà la 2e édition, c'est un jeu de rôle qui fonctionne super bien, assez dense, il faut le dire, et pour un jeu de rôle justement assez dense, eh bien, je trouve qu'il y avait peu de choses à changer, mais surtout ils ont rajouté du contenu. Voilà donc Night, la nouvelle édition de la nouvelle édition. Oui, il a le grog d'or derrière. Il a le grog d'or, évidemment, voilà. L'an dernier, 2022. Voilà, bravo Entremonde qui sont dans de super projets en ce moment, et voilà, on repasse de l'autre côté. Et donc, cette semaine, nous avons également reçu Cryptid, Légion d'Urbaine, une variation autour de Cryptid. À part que là, c'est un jeu à 2, vous allez le voir. C'est un jeu de Russ Weavers, Holden Kahn et illustré par Quencha et Moria. C'est Ori Games qui nous propose ceci en France. Donc c'est un jeu uniquement à 2 à partir de 12 ans pour des parties de... ça peut aller très vite, hein, oui. Très honnêtement. Sur la boîte, ils ont marqué quoi? Alors ils ont marqué 20 à 40 minutes. Oui. Sur les premières parties, si vous ne faites pas attention, ça peut vraiment s'arrêter en 3 minutes. Oui, c'est ça. Chrono, vraiment. Mais on peut normalement, en jouant bien, aller plus loin, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu qui a, alors certes, une thématique très alléchante. Il y a un joueur qui va jouer le Cryptid, donc une créature un peu mythique, mythologique, folklorique, qui se cache dans une grande cité, et l'autre joueur va jouer un scientifique qui est persuadé que cette créature existe et qui va devoir le prouver grâce à ses instruments de mesure. Voilà pour la thématique. À part que dans les faits, la thématique, quand on joue, alors elle est quand même présente, hein, notamment au travers du matériel et des belles illustrations, mais on l'oublie un peu parce que c'est un jeu abstrait avant tout. C'est vraiment un jeu très calculatoire, il y a quand même un petit peu de hasard, mais c'est vraiment un jeu casse-tête pour les gens qui aiment la logique. Donc un joueur va jouer le Cryptid, l'autre le scientifique. On va chacun avoir notre petit paquet de cartes comme ceci, donc bleu pour le Cryptid et rouge pour le scientifique. On va avoir ici la zone de jeu. Comment va-t-on la dire, cette zone de jeu? Eh bien, nous avons des quartiers ici. Ces quartiers, ils vont toujours diviser la zone de jeu en 2. Donc on va avoir la zone de jeu active, c'est là où on commence chaque manche. Et puis la zone de track, c'est là où on va aller faire des choses, qui deviendra la prochaine manche la zone active. Ensuite, on reviendra de ce côté faire la zone de track. Et vous allez voir que ces lignes, elles vont s'agrandir à chaque fois. On va aller y rajouter des quartiers comme ceci. Nous avons actuellement ici le jeton du Cryptid. C'est sa position potentielle. Alors quand il n'a qu'une seule position potentielle, c'est qu'il est vraiment là. Et en fait, au début, il commence avec une seule position potentielle, mais très rapidement, dès le tour 1, il n'aura plus le droit d'avoir une seule position. Il faudra qu'il soit toujours à au moins 2 endroits potentiellement. Parce que s'il a un seul endroit, il se fait coincer. Et c'est comme ça que le scientifique va gagner. On va avoir ici ces petits jetons multicolores. En fait, ce sont les différents, comment on appelle ça, les objets de mesure. Des objets de mesure. Ouais, c'est ça, du scientifique. Il va les positionner et le Cryptid aussi va pouvoir un petit peu les bouger, voire même beaucoup les bouger. Parce que il va y avoir certains critères qui vont permettre au Cryptid de dire je suis peut-être là, je suis peut-être là, je suis peut-être là, plutôt que dire je suis juste là et je suis coincé. J'espère que vous me suivez jusqu'ici parce que vous allez voir que c'est pas évident. Alors c'est ce genre de jeu où c'est pas évident à expliquer. À part que si vous faites un tour, enfin une manche avec une personne qui connaît les règles, vous aurez compris très vite. C'est souvent le cas des jeux abstraits un petit peu. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir jouer une carte. Est-ce qu'on a pris les 3 exemples? C'est parfait. Les cartes existent en 3 types de cartes. On a aussi une carte joker devant nous sur laquelle on peut choisir le type de carte que l'on veut et hop, on retourne pour dire qu'on l'a utilisé. Je vous explique ces types de cartes. Nous allons avoir le transfert. Action à mon tour que je peux faire, ça va être de jouer une carte. Donc, admettons, je joue un transfert. Et je vais vous expliquer les 2 autres. Je choisis avec le transfert un outil de mesure scientifique et je vais le déplacer. Alors je vais déplacer façon petit chevaux 2 cases comme ça en ligne et ensuite une diagonale. Les petits chevaux, t'entends cavalier aux échecs. Je dis c'est cavalier aux échecs, façon petit chevaux, n'importe quoi. Je traduis, mais le petit cheval. Merci pour la traduction, c'est très gentil. Hop là. La dispersion, vous allez choisir une zone et vous allez vider cette zone. En diagonale immédiate, vous pouvez répartir comme vous voulez, mais il faut que vous mettiez au moins un cube dans chacune des 2 zones. Hop.
Aux petits chevaux, n'importe quoi. Et on termine avec l'alignement. Là, je choisis une couleur dans tout le jeu. Donc, admettons, je choisis eh bien, le blanc. Et à nouveau, je vais déplacer en diagonale, dans la diagonale qui m'intéresse, mais avec tous les cubes de cette couleur. Voilà, donc vous avez l'alignement, la dispersion et le transfert des petits chevaux. Hop là. C'est comme ça que vous allez manipuler ces outils de mesure. Déjà, le repère spatial là est pas évident. Et pas évident, heureusement, l'aide de jeu est plutôt bien faite. Oui. Et on va voir exactement la même chose en fait dans la main du scientifique avec ces petits outils de mesure et ces illustrations bien sympas. Pourquoi faire tout ça? Eh bien parce que on va déplacer du coup comme ça les éléments à droite à gauche. Alors là, je fais quelque chose au pif qui va probablement mener à pas grand chose, donc je vais essayer de réfléchir un peu mieux. C'est pas mal. Hop là, bon, j'ai parfaitement réparti, donc normalement mon exemple devrait bien fonctionner. Pourquoi? Parce que donc on va faire nos actions chacun notre tour. Ces actions, comme je vous l'ai dit, ça va être de jouer des cartes, ça peut être de repiocher des cartes. Et il y a un moment, ou utiliser un joker aussi. Il y a un moment donc où il n'y aura plus d'instruments de mesure sur la zone active. Bah, ça va être la fin de la manche. Et donc là, grosse moto, le joueur qui joue Cryptid va déterminer s'il a d'autres zones potentielles. Et pour ça, il va donner un critère. Alors là, il a plutôt bien joué parce qu'il a réussi à faire en sorte qu'il y ait plein de critères qu'il arrange. Ça peut être un critère de couleur. Et donc, il va dire, ben moi par exemple, je peux être potentiellement sur les zones qui sont entourées de blanc, noir, rouge. On regarde ce quartier-là, il est entouré de blanc, noir, rouge. Bah, je pourrais potentiellement être là. Je regarde ce quartier, il est entouré de blanc, noir, rouge. Bah, je pourrais potentiellement être là. Mais en tant que cryptide, j'aurais pu dire aussi, je peux être potentiellement dans des quartiers qui sont entourés de 7 cubes. Je regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, potentiellement je peux être là. Et de l'autre côté, potentiellement aussi. Attention, ensuite, je disparais de ce côté-là. Je peux être potentiellement à 2 endroits. Super. Pour l'instant, en tant que cryptide, je survis. C'est pour ça que la partie peut être assez courte, parce que vous pouvez perdre très très tôt si vous faites un peu n'importe quoi. Notamment parce que vous prenez le jeu en main, c'est pas évident sur vos premières parties, et aussi des fois la pioche peut être un peu contre vous. Heureusement, le jeu y a pensé, vous avez des jokers. Ensuite, on va aller rajouter comme ça des tuiles. On va rejouer donc de cette zone vers celle-ci, puis on va aller rajouter des tuiles, et ainsi de suite. Alors jusqu'à un maximum de 7, à partir de 7, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir 2 qui vont disparaître d'un côté ou de l'autre, et ensuite on réagrandira de 2, bref. En tant que cryptide, je gagne si à la fin d'une manche, j'ai aux 2 extrémités, à partir du moment où j'ai cette carte, mon jeton. Je gagne. En tant que scientifique, je gagne si, par exemple, à cette étape-là du jeu, donc au tout début, le cryptide se retrouve avec un seul jeton. Admettons, j'en sais rien, moi, il a joué n'importe comment, il peut pas être aux 2 endroits, pim, c'est loupé. Je crois qu'encore il y a moyen ici. Oui. Sur la première manche, c'est jouable. Et c'est comme ça que le scientifique va attraper le cryptide en le bloquant, donc il ne peut être qu'un seul endroit, pim, il l'attrape. Il y a un dernier moyen de départager les joueurs, c'est au cas où vous finissez la petite pioche. Et bien en fait, dans ces cartes de quartier, au bout d'un moment, il va y avoir les quartiers rouges comme ceci, hop là, ils vont recevoir un jeton. Si le cryptide va dessus, il récupère le jeton. Si le scientifique supprime ce quartier lors de l'étape où on va remanier un peu le plateau, il va récupérer le jeton. Et si, lorsqu'on a terminé la pioche, la cryptide ou le scientifique n'ont pas gagné, ils vont se départager grâce à ces jetons-là. Le joueur qui a le plus de jetons gagne. Voilà pour Cryptid, je suis beaucoup trop rentré dans les détails, et en même temps, il faut que vous vous rendez bien compte du jeu, je pense que c'était utile, parce que comme vous le voyez, ça ne ressemble à rien de connu. On est sur un vrai OVNI, on est sur un vrai jeu de logique. Alors là, en tant que OVNI jeu de logique, peut-être que par exemple, si vous aimez jouer à Turing Machine à 2, peut-être que Cryptid Légende Urbaine, ça peut vous parler par exemple. Peut-être. Si vous êtes plutôt du genre jeu narratif, littéraire, ça va pas être pour vous du tout. Encore que, on sait jamais. On va passer juste à côté avec Focus, un jeu d'association d'idées pour 2 joueurs par Old Chap Games. Ce sont Antonin Bocara et Romaric Gallonnier qui sont derrière ce projet, et c'est illustré par Simon Caruso. C'est un jeu à 2 pour des parties d'environ un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, vraiment à tout casser. À partir de 10 ans, je pense qu'on peut même jouer un peu plus tôt avec des enfants à partir de 8 ans, avec un adulte qui accompagne, il n'y aura pas de souci. C'est un jeu qui, vous l'avez vu peut-être, a déjà le coup de cœur Jeux des cartes Bordeaux, parce qu'on l'attend depuis un moment, on l'attend depuis Cannes en fait, depuis le film, on l'a découvert. On aurait adoré vous faire un focus dessus pour 2 raisons. Première raison évidente, on vient de vous le dire, on a vraiment tous aimé le jeu, et on aurait aimé vous en parler un peu plus en amont. Et deuxième raison, parce qu'on aurait fait un focus sur focus et qu'on est des gros gamins, et que ça nous aurait fait rire. Voilà, ça c'est dit. Que va-t-on trouver dans cette boîte? 100 cartes. Double face, comme ceci, hop là, avec plein d'objets. Alors pour la thématique, c'est Sherlock et Watson qui ont inventé un petit jeu comme ça pour s'occuper entre 2 enquêtes, et
au niveau des illustrations, on va être vraiment totalement dans cet univers-là. C'est un jeu coopératif. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Il va y avoir donc, comme je vous l'ai dit, des cartes avec des objets. On va faire toujours cette mise en place. On va d'abord tirer 4 cartes, puis on va faire un carré de 4 sur 4, donc 16 cartes. Chacun des deux joueurs va tirer au hasard une carte comme ceci, focus. On ne la montre surtout pas à l'autre joueur, donc admettons, Alex, tu as cette carte et moi j'ai celle-ci. Ça va désigner l'objet que l'on doit faire trouver à notre coéquipière. C'est aussi simple que ça, c'est un jeu, vous devez faire trouver un objet à votre coéquipier ou coéquipière. Oui. Donc, Alex, on reconnaît, peu importe comment on est assis autour de la table, on reconnaît l'aire de jeu. Toi, tu dois me faire trouver ici la petite allumette et moi, je dois faire trouver la montre à gousset. Ok, ça évidemment, surtout, on ne le montre pas à son coéquipier, coéquipière. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est très simple, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais prendre une carte, n'importe laquelle, et je la retire du jeu. Et je la mets devant moi, dans ma zone d'indice. Je vais faire une ligne en fait de cartes. Comme ça, on va pouvoir un petit peu aussi chronologiquement quelle carte j'ai enlevé en priorité. Ces cartes, on les enlève parce que il faut qu'à la fin, il n'y ait plus que les 2 bonnes cartes. Donc ces 2 cartes-là, s'il n'y a plus que ces 2-là, ici en tout cas, on a gagné. Et puis on les enlève aussi parce que ça peut être des indices. Alors là, j'ai pas réfléchi, mais j'aurais peut-être pu enlever autre chose. D'autant plus que au premier tour, on est obligé d'enlever une de ces 4 cartes. Alors, on ne détermine pas forcément le premier joueur, on est dans le silence, on est concentré, puis quand un joueur le sent, il prend une des cartes. On va dire que moi par exemple je prends celle-ci, pourquoi? Parce que la fourchette c'est métallique. Okay. Et voilà, ça va très bien avec la montre à gousset. Et puis ensuite Alex, le feu, qu'est-ce que tu aurais pu enlever? J'enlève l'aquarium en fait. T'enlèves l'aquarium. C'est de l'eau, c'est l'antipode. Ok, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Si jamais à un moment j'enlève, hop là, ceci parce que je me dis que c'est une super idée, on a perdu. Parce que j'ai enlevé une des 2 cartes qu'on devait trouver. Enfin, qu'on devait faire trouver. Bien sûr. Du moins. C'est aussi simple que ça, Focus. Ça marche, mais tellement bien. J'ai quand même pas mal de parties au compteur, parce qu'on a réussi quand même à avoir la boîte un petit peu en amont. On a pu y jouer un petit peu en festival aussi. C'est vraiment pour nous un des jeux phares de cette année 2023. Cette semaine, on est vraiment content parce qu'entre Focus dans la vidéo et Darwin en fin de partie, c'est vraiment 2 jeux qu'on attendait beaucoup. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des variantes de Exactement, il y a des modes de jeu alternatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si c'est un jeu qui est ultra simple, mais je vais vous donner l'une des règles alternatives parce que je la trouve très intéressante. Vous allez y jouer une fois que vous maîtrisez la règle que je viens de vous expliquer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que désormais, lors de la fin d'un tour, à tout moment dans le jeu, l'un des joueurs peut dire « Ok, moi je pense que je connais ton objet. Est-ce qu'on la tente ?» Là, mon coéquipier ou coéquipière va me dire « Non, pas de suite. » Ou me dit « Ok, on la tente. » On tente quoi? Eh bien de faire 1, 2, 3. Et avec notre doigt, on indique la carte que l'on pense être celle qu'on doit deviner. Et vous allez marquer autant de points que de cartes restantes dans la zone de jeu. Oui. Et donc évidemment, plus vous le faites tôt, et plus ça vous fera marquer de points, mais plus vous faites tôt, et plus il y a des chances que vous n'ayez pas eu assez d'informations et vous vous trompez. Alors, pas forcément, parce que souvent, dans le mode de jeu classique, au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'objets qui nous conviennent et on prend un peu les objets par élimination, mais pas forcément parce qu'ils ont un sens. Et d'où, du coup, le sens de cette variante de jeu, sur laquelle je vous invite à venir assez rapidement, au bout de 3-4 parties, tentez-la, parce que franchement, elle vaut le coup. Et il y a même encore d'autres petits modes de jeu dans la boîte, donc pour un jeu qui contient 100 cartes et une règle de jeu, il est quand même assez complet. Hot Chap Games qui nous propose du coup un jeu d'ambiance pour 2 personnes, à l'instar de Complice qui nous avait proposé récemment, l'an dernier. C'est en train de devenir un petit peu leur marque de fabrique, entre autres, parce qu'ils font plein d'autres jeux. Et waouh, Antonin Bocara est partout en ce moment. Voilà donc pour Focus qu'on attendait beaucoup. On continue de ce côté-là avec Final Girl, boîte de base qui arrive avec la colo de l'horreur. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, comme je viens de le dire, c'est un peu comme dans les jeux de rôle, il y a une boîte de base, un peu comme il y a un livre de base, avec vous ne pouvez pas jouer. Ça vous donne les règles, ça vous donne le matériel de base, et ensuite vous allez pouvoir acheter des boîtes comme ceci. Alors ils appellent ça des longs métrages, ben ouais, parce que vous l'avez compris peut-être avec le nom, dans les films d'horreur des années 80, et plus précisément les slashers, parce que c'était vraiment un style de film qui était très en vogue à cette époque-là. C'est ces films dans lesquels il y a un grand méchant contre lequel on ne peut rien. Donc vous pensez Freddy, vous pensez, il y avait qui d'autre? Il y avait Jason X. Jason, carrément. D'ailleurs, le premier personnage, le premier méchant est très inspiré de Jason. Bref, on ne peut rien contre ce personnage, contre ce grand méchant. Et il va slasher, il va aller couper des têtes, des bras, des membres de personnages, en général des ados
en vacances, hein, Bien dans sûr. la plupart des cas. Et il y avait une sorte de petite règle un peu implicite, c'est qu'à la fin il restait un personnage et c'était une fille. Et on l'appelait la Final Girl. Et souvent c'était elle qui arrivait à défaire le méchant au moins un certain temps. L'autre Parce que- règle, c'était de passer des vacances dans un coin pourri. Oui, bien où sûr. Personne ne Ouais, voulait ouais, aller aussi, évidemment. ouais. Un cimetière indien, bah, voilà, les grands classiques. Et en général, voilà, arriver à défaire le méchant, au moins le temps d'un film, parce que derrière, il fallait bien faire 8 suites. Bien sûr. Voilà, parce qu'on était dans les années 80, bien que ça se fasse encore. Bref, voilà pourquoi Final Girl. Et donc, vous achetez votre film, vous allez avoir votre Final Girl que vous allez jouer en solo, parce que c'est du jeu solo, et votre méchant. Et du coup, il va y avoir plein de boîtes avec plein de méchants, mais d'ailleurs, on les voit au dos, là, avec des thématiques et des grands méchants qui vous rappelleront les films iconiques de cette époque-là. Donc, que va-t-on y faire? Quelle boîte je vais choisir? Ok, je vais choisir celle-ci, parce que les deux boîtes, c'est bien pratique, mais un dos de boîte, ça devrait être suffisant. Dans, du coup, celle-ci, nous allons être au camp Happy Trails, où nous avons décidé de passer nos vacances. Donc, on va jouer Laurie. Et en face, il y a Hans le boucher. Regardez-moi comme il a l'air sympathique. Hans. Il a un coupe-coupe, et il va aller faire du coupe-coupe, hein, il va aller couper un petit peu Le jardin, bah, ouais. voilà, c'est ça, le jardin, on va dire ça. On a différentes zones sur ce plateau. Il y a des meeples dessus que du coup vous trouverez dans la boîte de base. Exactement, c'est bien ça. Ah bah je vais m'en servir, allez hop. Meeple jaune, ce sont les autres personnages que vous allez essayer de sauver. À chaque fois que vous allez sauver un personnage, ça va vous donner des petits bonus et surtout ça va faire réduire votre jauge d'horreur. Donc ça va être bien pratique. Et surtout, bah, c'est un personnage de moins à tuer pour l'adversaire, parce que notamment le boucher, lui, à chaque fois qu'il va tuer un adversaire, il va faire augmenter sa puissance à un adversaire, un innocent, Oui. vous avez compris. Donc voilà en gros pour les innocents. Il va y avoir tout un tas d'autres personnages, mais dans celui-ci, bah, les personnages importants surtout, ça va être votre personnage à vous, Laurie, que vous allez déplacer sur le plateau, et le fameux Hans le boucher avec son gros meeple rouge. Comment ça se déroule un tour? Vous allez avoir des cartes, vous allez avoir des dés. Ces cartes, vous allez pouvoir les récupérer dans un petit marché, mais bien sûr vous commencez déjà avec des cartes en main, et vous permet de faire différentes actions, notamment il y a des lieux où vous allez pouvoir faire de la recherche pour trouver des objets. Il va y avoir des actions de sprint, de se cacher, d'essayer de taper un petit peu aussi Hans le boucher, parce que c'est un peu le but. Donc vous allez jouer vos cartes, elles font soit des actions immédiates, soit des actions qui vont fonctionner en jetant des dés. Il faudra faire un certain nombre de succès, donc sur vos phases de dés vous allez avoir des succès bruts, et vous allez avoir des succès incomplets qu'il faudra compléter avec des cartes. Admettons il y a 2 cartes dessinées sur la phase de dés, et ben je dois dépenser 2 cartes pour que ce dé fonctionne compte comme étant un succès. Bref, vous avez compris. Et ensuite, on fera le tour de Hans. Donc lui, il a une sorte de petite IA toute simple. En gros, je me déplace, je tape, je me déplace, je tape. Mais on va aussi tirer des cartes à son tour après ça. Et là, il va se téléporter, il va apparaître dans votre dos, ou alors il va aller sur la zone où il y a le plus d'innocents et il va tous les tuer d'un coup. Enfin, ça peut être plein de choses. Et ça va augmenter sa jauge. Et plus il va tuer d'innocents, et plus il va devenir dangereux, il va débloquer de nouveaux comportements, il va débloquer de nouvelles cartes, il va taper de plus en plus fort, etc. etc. Heureusement, vous de votre côté, Laurie, en sauvant donc, des innocents, vous allez pouvoir augmenter vos capacités également. Donc voilà en gros, pour Final Girl, ce que je vous ai expliqué, ça va ouais. pour cette boîte. Ceux qui connaissent du coup négociateur prise d'otage, c'est un peu le même système. Oui. Il y a pas mal de choses en commun, effectivement. Ouais. La thématique, bien sûr, fait toute la différence, mais il y a un certain nombre de mécaniques en commun, tout à fait. Et donc ce que je vous ai expliqué, ça fonctionne pour la colo de l'horreur avec Hans le boucher. Il y aura des variations, évidemment, pour les autres boîtes, et des choses qui vont rester en commun. On se balade encore un petit peu dans cette boutique. C'est par où? C'est par là. Chronicles of Evil, ou Chronique du Château d'Evil, l'extension qui s'appelle Nouvelle Aventure. Alors vous pouvez le voir, hein, Chronic of Evil, c'était cette grosse boîte, et l'extension c'est une aussi grosse boîte, elle fait vraiment exactement la même taille. Qu'allons-nous y trouver? Alors je vais quand même, avant de dire qu'allons-nous y trouver, je vais quand même vous récapituler Chronique du Château d'Evil. C'est du jeu coopératif, plutôt familial, très orienté familial, même si en tant qu'adulte on peut s'éclater dessus. Ça a l'air d'être du jeu d'aventure, narratif, tout ça quand on regarde la boîte. Pas tant que ça, il y a surtout un côté un peu tower defense, et on est dans un univers de fantasy, mais c'est pas un jeu qui a vocation narrative. On est vraiment là pour déplacer nos personnages, récupérer des objets, augmenter notre capacité, les dés qu'on va jeter, et combattre des monstres, en gros, pour défendre le château. Et bien ici, c'est une boîte dans laquelle on va trouver 2 nouveaux modes de jeu. C'est-à-dire qu'on va faire des choses un petit peu différentes. Dans le mode de jeu de base, il y avait un gros monstre, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a une sorte de gros démon de flamme qui apparaissait.
à l'autre bout de la map, au bout d'un moment, dans la partie, et il avançait petit à petit vers le château. Il fallait avoir protégé le château, un peu tuer les monstres, parce que sinon il les embarquait avec lui. Et puis surtout, il fallait aller le taper avec l'équipement qu'on avait trouvé durant la partie. Désormais, il y aura un nouveau monstre, le monstre de la lune. Il y aura de nouvelles choses à faire, notamment l'attaque du château. Donc en fait, il y aura des bestioles qui vont rentrer dans le château pour voler des éclats de lune. Donc là, c'est l'inverse. Au lieu d'empêcher les monstres d'arriver au château, il faudra les empêcher de partir, en gros. Un précieux convoi, c'est une quête d'escorte. Et sinon, les machines lunaires, c'est un nouveau moyen dans le jeu. Donc des nouvelles tuiles à trouver qui vont bien créer une sorte de bouclier de protection autour de la ville, du château d'Avel, pour le protéger. On va avoir des nouveaux personnages, des gentils qui vont vous donner des petites quêtes qui vont vous avantager, et bien sûr des méchants avec des nouveaux monstres. Donc une grosse boîte d'extensions pour Chronique du château d'Avel. Et je crois que c'est bon pour moi. On passe à la fin. Et recoucou les retours en stock. Ça, il fallait que tu plantes. Ah, pardon. D'abord, retour en stock de Two Room and Boom, jeu de méga ambiance jusqu'à 30 personnes. Voilà, il y a des gens à faire exploser et d'autres à protéger. Retrouvez-le dans une précédente vidéo. Et le retour de Mindbug, jeu de cartes d'affrontement à deux joueurs. Et c'est bon, tu peux ça. Ça, c'est une nouveauté, ça, par contre. Toute petite nouveauté qui va rajouter des nouveaux serviteurs dans Mindbug, ainsi que 4 nouveaux Mindbug pour pouvoir du coup y jouer à 4 maintenant. Waouh, c'est plus un jeu que à 2. Mais c'est surprenant, dis donc. C'est incroyable, l'auteur n'a pas l'habitude d'ajouter des cartes dans la plupart des jeux qu'il fait. C'est pas un homme à l'extension d'habitude. Une autre extension de Cathédrale Rouge, le jeu expert de chez Yellow. Les recruteurs du coup va rajouter un plateau Russie principalement. Ici où on va pouvoir aller, grâce à nos recruteurs, aller recruter des artisans et autres spécialistes qui vont vous aider dans vos projets. Il y a donc des nouveaux projets aussi, des nouvelles constructions, plans de construction. Et vous avez aussi un nouveau dé noir qui va aller sur le plateau où vous pouvez justement faire vos actions de récupérer des ressources. Tout à fait, ouais. Il permet de récupérer des diamants, je crois que c'est une nouvelle ressource, le diamant, ça me dit rien du tout sur le. Et donc il y a des nouvelles guildes aussi, je crois qu'il y en a 30. Non. Non, il n'y a pas 30 c'est pas 30 guildes, mais c'est 30. Je sais plus comment ils s'appellent, des personnages en plus. C'est 30 personnages supplémentaires. Voilà. Navré, hein, cette fin de présentation était... Voilà. Vous partiez bien pourtant. Next. Autre extension de Aeon Send. Pas Legacy, mais Aeon Send. Les secrets enfouis. Là, ils sont en forme, il y en a plein qui arrivent d'un coup. Là, moi, je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas. C'est une excellente nouvelle. Je crois qu'il y en a 3 qui sont en prod, là. Donc, la première de cette nouvelle saison, un peu, c'est extension secrets enfouis. Dedans, vous allez avoir 4 nouveaux mages, 2 Némésis, des nouveaux objets dans le marché, du genre des gemmes, des artefacts. Toujours important, des sorts sûrement. Oui, et des nouvelles mécaniques, vous avez les trésors, les horreurs et... Les trésors et les horreurs, j'ai jamais eu ça. Enfin, moi non plus, mais du coup je suis chaud. Et le dernier. Nous on a fait le Legacy, c'est pour ça. Là je vois qu'il y a les petits trucs là, les petits trucs bleus là qu'on voit. Ça, je me souviens, on les avait utilisés pour silence des ennemis. C'est hyper pratique. Ah oui. Ça, ils font pas leur effet relou. En effet. Et je sais plus. Bon, j'arriverai pas. Hein. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vous dirai le 3e si je m'en suis souvenu. Les extensions, c'est du matos en plus pour enrichir le jeu. Voilà. Et surtout des nouveaux boss. Et ouais. Ça, c'est trop cool. Et ça, c'est très chouette. Des mages. C'est vrai que dans ANZ, les boss, ils sont pas super forts. C'est tout l'inverse. C'est juste, ils vous foutent des claques comme ça. Et nous, on leur demande. Il y a quand même un petit truc qui était aussi sorti la semaine dernière. Oui. Alors attends, vais-je l'avoir en pas flou? Ah, oui, c'est bon. Le labyrinthe des souvenirs. C'est soft. C'est soft. Oui, pour une fois, c'est soft. C'est soft. Labyrinthe, souvenirs. Bah voilà. J'irai à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux. Et non, il y a le focus. Ah oui, c'est vrai. Focus. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur les traces de Darwin, un jeu que nous allons vous présenter dans un instant. Mais tout d'abord, je vous présente Logan, et Logan, je te laisse te présenter toi-même. Eh ben bonjour à tous, effectivement, Logan. Je travaille chez Gigamic, qui est un éditeur qui se trouve sur la côte d'Opale, tout au nord de la France, du côté de Boulogne-sur-Mer. On édite 6 qui prend, Wasabi, Saboteur et bien d'autres jeux. Rien que ça. Seulement ça. Et effectivement, on est venu aujourd'hui à votre rencontre et puis pour vous présenter sur les traces de Darwin. Je crois que tu y as joué il y a un petit peu longtemps. Oui, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y jouer il y a quelques mois et je le surveille de très très près parce que j'ai beaucoup aimé et toute l'équipe a adoré.
Eh bien alors, ce qu'on peut dire sur les traces de Darwin, c'est que c'est prévu pour 2 à 5 joueurs. Donc toutes les dispositions sont plutôt agréables à jouer, puisqu'on va positionner 12 tuiles par joueur. C'est prévu pour toute la famille, puisque c'est à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Le but du jeu, faire un maximum de points de victoire possible. Les points de victoire, on va pouvoir en marquer de différentes façons. La première façon de marquer des points de victoire, c'est en récupérant des tuiles. Il y a des éléments sous une couronne de laurier en rouge. C'est le nombre de points de victoire qu'on va pouvoir marquer. Il y a d'autres éléments aussi qu'on va voir au fur et à mesure de l'explication. En gros, on joue des assistants de Darwin et nous allons prendre place à bord du Beagle. Et nous allons récupérer tout un tas d'informations sur des animaux qui se trouvent sur différents continents. C'est pour ça aussi qu'on reçoit un plateau individuel. On a un plateau de ce type-là qu'on va ouvrir, donc on reçoit la même chose, avec des dessins légèrement différents. Il y a une édition qui est assez sympa là-dessus. Oh oui. Ça, c'est assez chouette. À mon tour de jeu, du coup, je vais pouvoir récupérer un animal qui va venir alimenter mon carnet de bord. Ce sont les infos que je vais laisser à notre camarade Darwin. Donc on est sur le Beagle. Ici, et moi, à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner une tuile qui se trouve dans cette colonne. Je vais prendre cette jolie araignée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Excellent choix. Et je vais venir la placer à l'endroit indiqué. On est sur un tableau à double entrée. Afrique, plutôt insecte ou arachnide. Je le place. Et on vient réapprovisionner le plateau pour le joueur suivant. Et le Beagle va se déplacer d'autant de cases que la tuile que j'ai récupérée. J'ai récupéré la deuxième tuile. On avance le bateau de 2. Et c'est donc à un autre joueur de récupérer une tuile à son tour. Imaginons qu'un autre joueur prenne la troisième tuile. On vient placer ici sur la zone mammifère, zone Océanie, et on avance de 3, etc. Vous avez compris le principe. C'est relativement rapide entre les joueurs, en fait. Il y a vraiment très peu de temps qui s'écoule, très peu de temps mort. C'est je prends une tuile, je déplace le Beagle, et je récupère, et je place ma tuile sur mon tableau de bord. Tout à fait. La partie va prendre fin dès que la dernière tuile est révélée, et maintenant on va s'attarder sur comment on marque des points, parce que c'est là aussi tout l'intérêt du jeu. Bon, on a déjà vu un premier point, c'est ce qui est indiqué sur la tuile. Premier point, hop, c'est indiqué 1-2 entre couronnes de laurier, je marquerai 2 points. À la condition évidemment que cette tuile soit toujours visible, parce que effectivement les tuiles on va pouvoir les recouvrir, puisque si j'ai un insecte du même type et du même continent, il va venir se superposer. Bien vu. Et donc on va pouvoir récupérer en faisant ça une tuile objectif, c'est ce qui se trouve ici sur le plateau, parce qu'on voit aussi l'iconographie qui est vachement lisible aussi. Quand je recouvre une tuile déjà présente sur mon plateau, eh bien je peux récupérer une tuile objectif qui va venir ici sur mon plateau de jeu, et donc c'est un autre moyen de marquer des points. Si je marquerais 1 point par mammifère et 1 point par animal de la zone africaine, ça tombe bien, j'en ai déjà 2. Donc un autre moyen de marquer des points. Autre moyen de marquer des points, on va avoir aussi des tuiles avec des parchemins. C'est le cas pour celles qu'on a déjà sur le plateau, donc c'est super. Et les parchemins fonctionnent avec les boussoles. Des boussoles, on en a ici aussi sur le plateau. Et bien en récupérant une tuile avec une boussole, hop, je vais venir la placer sur mon plateau, je récupère une boussole. Et bien en fait, j'ai une boussole fois 2 parchemins visibles, pour l'instant j'ai 2 points. Donc il y a un coef multiplicateur assez intéressant. Il y a d'autres moyens de marquer des points, il y a aussi d'autres moyens aussi d'embêter un peu les autres joueurs, se dire ah ouais mais si j'avance 2-2, toi ça va t'arranger. Donc le but c'est aussi de faire attention à ce que font les autres. Et puis on va avoir des petites tuiles guides qui vont nous permettre d'avancer, de reculer le Beagle, de renouveler des tuiles, etc. etc. Et il y a aussi cette notion de collection. Parce que comme tu le vois sur le plateau, il y a 4 animaux à aller chercher sur un même continent, ou toute une espèce d'animaux à aller chercher. Dès lors qu'on arrive à faire une collection complète, on va gagner des petits jetons de collection qui vont nous faire des points de victoire supplémentaires. À ne pas négliger. À ne pas négliger, effectivement. Donc en fait, c'est un savant mélange, c'est vachement bien équilibré, si tu veux. Je trouve. Et en fait, toutes les dispositions marchent vraiment bien pour le coup, donc que tu sois à 2 ou à 5, parce qu'il y a très peu de temps d'attente. Et plein d'aspects stratégiques, avec un petit côté frustrant, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est aussi la beauté du jeu, c'est qu'on va devoir être très opportuniste et être dans nos actions, optimiser nos actions au maximum, quoi. Il y a effectivement un très bon équilibre entre la frustration et le plaisir de construire son petit plateau et de se raconter une petite histoire, parce que la thématique fonctionne très très bien. Et alors en général, à ce moment-là de la vidéo, c'est le moment où j'énumère les points positifs, mais tu en as très très bien parlé, donc je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. Tu en as très très bien parlé. Si ce n'est que
si je peux rajouter, mais tu l'as dit quand même, mais je vais insister sur ce point, en plus d'avoir une très belle mécanique, fluide, familiale, avec quand même plein de petites choses à faire, c'est hyper bien édité. Mais alors vraiment une édition au top du top. Là Sorry War French fournit un travail absolument incroyable. Et l'iconographie est super claire. Il y a effectivement plein de petites choses à faire dans le jeu, mais dès les 3 premiers tours de la première partie, vous avez tout identifié. Les premières parties, évidemment, dans ce genre de jeu, on a tendance à jouer un petit peu chacun dans son coin, puis on va commencer un petit peu à s'embêter sur les parties ultérieures, sans non plus pouvoir complètement se bloquer. Il va toujours pouvoir se passer quelque chose. Et c'est ce qui nous a vraiment beaucoup plu. Date de sortie? Plutôt aux environs de la dernière quinzaine de juin, pour le coup. C'est pour bientôt. Tout à fait, et puis moi je rebondis effectivement sur le côté édition où il y a déjà des super illustrations sur chacune des tranches qui sont chacune uniques. À l'intérieur il y a des choses assez sympas aussi en termes d'illustration, les carnets de bord qui sont personnalisés. On a un petit appendice aussi pour apprendre des éléments sur les animaux. Oublié, mais ça c'est génial. Cousu, on a évité les agrafes, vraiment en termes d'édition c'est assez chouette, avec des petits éléments sur les expéditions de Darwin, mais aussi des infos sur les animaux qu'on va rencontrer sur nos différentes tuiles. Donc c'est assez chouette, pour le coup l'édition est vraiment bien, et effectivement nos camarades de chez Sorry War French nous ont sorti un vrai beau jeu, et en plus avec une mécanique plutôt bien huilée. C'est parfait, nous arrivons à la fin de ce focus. Merci beaucoup Logan. Merci de m'avoir accueilli, merci à tous. Et on vous dit à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.